Bonsoir, il est presque 18 h. Soyez les bienvenus. Au menu ce soir, eh bien, la politique c'est violent, c'est darwinien, dit l'un de ses conseillers, Marine Le Pen. Et notre invité, depuis qu'Éric Zemmour a percuté la campagne, réaction en plusieurs actes. D'abord accuser le coup, puis reconquête sur fond de pouvoir d'achat. Mais acte 3, le ton monte encore ces dernières heures du côté du polémiste. Voter Marine Le Pen ne sert à rien, dit-il. Alors le rassemblement que certains appellent encore de leur vœu est-il seulement encore envisageable quand la conception même de la politique semble à ce point différente? Marine Le Pen affiche confiance, mais avec quelles armes sur le fond? Dernier slogan en date, rendre aux Français leur pays et leur argent. Mais comment? Quelle proposition? On va en parler donc avec Marine Le Pen. Bonsoir, vous êtes notre invitée. Bonsoir. Je donne juste le rendez-vous suivant. À 19 h, on retrouve notre duel avec Daniel Cohn-Bendit et Luc Ferry. Bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir. Merci beaucoup d'être notre invitée ce soir. Alors, il y a eu l'annonce de cette indemnité inflation cette semaine sur le front du pouvoir d'achat. J'ai déjà à peu près entendu ce que vous aviez dit sur le sujet, mais est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui la colère sociale peut éclater dans notre pays? Oui, bien sûr qu'elle peut éclater. Pour une raison simple, c'est que le carburant est au-dessus des prix qui ont suscité en réalité la révolte des Gilets jaunes. Et qu'à côté de cela, tout augmente. Et beaucoup de Français, des millions de Français, n'arrivent plus en réalité à boucler leur fin de mois. Et face à cela, le gouvernement fait mine de temporiser avec une mesure qui est à mon avis totalement inefficace. Comme d'habitude, pas assez, trop tard, avec une forme d'escroquerie d'ailleurs, parce que ces 100 € visent à compenser le prix des carburants. Non seulement le gouvernement considère que c'est une aide au pouvoir d'achat alors que ça n'est qu'une compensation, mais surtout j'imagine que l'objectif c'est de permettre aux gens d'acheter du carburant, qui donc va restituer à l'État sur les 100 €, 60 €, puisqu'il y a 60% de taxes. Donc en réalité, ça revient à une aide de 40 €. Tout ça, c'est pas bien. C'est pas bien parce que le gaz, l'électricité, le fuel, parce qu'on parle pas beaucoup du fuel, mais c'est extrêmement important. Il y a beaucoup dans la ruralité de nos compatriotes qui continuent évidemment à se chauffer au fuel. L'électricité, ce sont des biens de première nécessité. Et parce que ce sont des biens de première nécessité, alors il ne faut pas faire un chèque de 100 € juste avant les élections. Il faut baisser massivement la TVA pour la mener à la TVA des biens de première nécessité, c'est-à-dire 5 au lieu de 20. On va y revenir, mais Oui. Fabien Roussel, pour le Parti communiste, appelle par exemple à se retrouver devant les préfectures pour faire entendre la colère. Est-ce que vous lancez le même appel et vous dites colère, il faut l'exprimer devant les préfectures, se rassembler Non, mais la colère, il faut toujours écho aux l'exprimer gilets jaunes. Hein. Non, la colère, il faut l'exprimer en votant. Vous voyez, c'est un message que je développe auprès des Français depuis maintenant des années. Je leur dis, c'est en votant en réalité que vous exprimez votre colère dans une démocratie. C'est en exprimant votre souhait de la rupture avec les 30 dernières années, de la manière dont on vous traite, des choix qui sont faits et qui ont été faits depuis 5 ans par le gouvernement Macron, qui sont des choix extrêmement clairs, qui consistent en toutes circonstances, à aider les plus aisés, c'est-à-dire ceux qui en réalité n'ont pas besoin de l'aide de l'État, et à laisser tomber, voire à rendre plus difficile encore la vie des classes moyennes et des classes modestes. Tous ceux qui gagnent moins de 2 000 € là, avec ce chèque, on débattra encore une fois de la valeur du geste, mais il vise les plus modestes de ce pays, le président de la République. Oui, mais la réalité, c'est que ça ne compense pas du tout l'augmentation du carburant. Bon, d'abord, ça ne l'augmente pas, et puis, pardon, mais prenons un exemple précis. Une mère célibataire avec 2 enfants, une famille monoparentale, où la mère de famille gagne 2 100 €, elle n'aura pas le droit aux 100 €. En revanche, un jeune étudiant qui n'a pas de voiture et qui habite à Paris et qui gagne 1 800 €, lui, il aura le droit au chèque de 100 €. Donc, ça n'a ni queue ni tête. Mais avec votre taxe, le gouvernement le dit, ça aurait été beaucoup plus coûteux. Et en fait, finalement, ça aurait eu moins d'impact sur le portefeuille des Français. Plus dispendieux, moins d'impact, à part un effet d'annonce qui aurait été plus important. Même CLCV, vous savez, c'est l'association de consommateurs, disait dans le Parisien cette semaine, on n'aurait jamais eu un tel montant avec la baisse des taxes. Mais c'est faux. C'est faux, je le dis clairement. Passer la TVA de 5,5 de 20% à 5,5, c'est rendre 12 milliards € aux Français. 12 milliards €. C'est-à-dire que pour un véhicule diesel, par exemple, c'est 200 € par mois qu'on rend.
Et si le couple en a 2, c'est 400 € qu'on rend. Pour le chauffage, c'est 250 € d'économie pour une famille moyenne. Ce sont encore une fois, des économies qui sont très importantes pour les Français. Évidemment, ça a un coût. J'entends bien, mais ça, la politique, c'est l'art des choix. Hein. Mais oui, mais sauf que beaucoup tapent sur le président et le gouvernement en disant c'est des chèques, on en fait trop ces derniers temps, c'est de la folie dépensière. C'est encore Gérard Larcher qui le disait dans le JDD aujourd'hui. Et vous-même, le 22 février, vous aviez fait une tribune dans l'opinion pour dire tout ce que vous pensiez du sérieux budgétaire. Vous disiez jusqu'à quand pourra durer le quoi qu'il en coûte voulu par Emmanuel Macron. Vous parliez importance de la dette, vous parliez importance du déficit. Et vous avez parfaitement raison de rappeler ces propos que j'ai tenus et qui sont tout à fait raisonnables. Et je vous signale au passage que M. Larcher ferait bien de ne pas oublier que M. Sarkozy aussi, il a augmenté de 500 milliards la dette en un quinquennat, exactement comme Emmanuel Macron, 500 milliards de plus pour un quinquennat. Écoutez-moi bien. Avec le projet présidentiel que je présente, eh bien, l'ensemble de cet argent que je rends aux Français, je ne crée pas un impôt supplémentaire et je n'augmente pas la dette. Mais je fais des économies sur d'autres sujets pour financer précisément cette restitution aux Français de leur argent. Les économies, elles sont extrêmement claires, sont des économies sur l'immigration. Je vais récupérer 18 milliards d'euros sur l'immigration, 15 milliards sur la mesure qui consiste à réserver aux Français les allocations familiales et à n'accorder les prestations de solidarité, RSA, primes d'activité, APL, qu'aux étrangers qui auront 5 ans d'équivalent temps plein sur le territoire national. C'est la même proposition qu'a formulée Éric Zemmour aujourd'hui, Marine Le Pen. Non, pas exactement la même, mais je la propose depuis, encore une fois, de nombreuses années. Donc, notre position est claire sur ce sujet. Nous souhaitons faire des économies sur l'immigration. Et ceci va nous permettre, avec l'expulsion des délinquants et criminels étrangers, d'économiser 18 milliards. Mais ces 18 milliards, je veux qu'ils repartent aux Français. C'est ça que je veux que vous compreniez. Sur ces aides qu'il n'y aurait plus pour les étrangers, vous parlez des étrangers en situation irrégulière, parce que lui, c'est bien étranger en situation régulière, par exemple, Éric Zemmour. Je dis que les étrangers en situation régulière pourront obtenir les APL, le RSA, la prime d'activité, s'ils peuvent démontrer qu'ils ont 5 ans d'équivalent temps plein de travail en France. Avant, ils n'obtiendront pas ces aides. Quant aux allocations familiales, elles seront strictement réservées aux Français, quelles que soient les circonstances. Il va trop loin, par exemple, sur un tel sujet. Mais je n'ai pas à dire s'il va trop loin. Alors, il dit ce qu'il veut. Ce que je veux dire, c'est que notre projet, nous l'avons travaillé, chiffré, mesuré, et nous le présenterons en détail dans les semaines qui viennent. Justement, 22 propositions, c'est ça, Marine Le Pen? Ce sera 22 mesures? Oui, enfin, en réalité, nous mettrons en exergue sur l'ensemble d'un projet qui sera extrêmement complet et qui ne se porte pas que sur l'immigration, que sur l'insécurité, mais c'est vrai, sur le pouvoir d'achat, sur les TPE-PME, sur l'entreprise, sur l'entrée notamment des jeunes en activité, parce qu'il y a une grande partie de mon projet qui est consacrée aux jeunes, parce que c'est essentiel pour notre pays, mais aussi toute une série d'autres sujets, mais il y a aussi l'aménagement du territoire, c'est essentiel pour rééquilibrer les territoires. Il y a, encore une fois, des sujets qui tiennent au cœur des Français. Quand allez-vous présenter les mesures bouclées, les mesures définitives pour votre programme 2022? D'ici quelques semaines. Elles sont déjà bouclées, mais je me laisse le soin de les présenter au fur et à mesure. Alors continuons justement, mais je reviens un instant quand même sur les taxes, sujet du majeur du moment, puisqu'on va en reparler, vous êtes la candidate du pouvoir d'achat. Les taxes, on les baisse définitivement sur les carburants? Oui. Définitivement. Même si les prix finalement baissent, définitivement, on reste comme ça sur les taxes. Honteux, écoutez-moi bien, que l'État, à chaque fois que le carburant augmente, se fasse du gras sur le dos des Français qui n'en peuvent plus. Définitivement, parce que philosophiquement, je considère que le gaz, l'électricité, le fioul et les carburants sont des produits de première nécessité. Les gens en ont besoin pour s'éclairer, pour se chauffer, pour circuler. Circuler, avoir une voiture. Dans l'immense majorité de notre pays, ça n'est pas un luxe. C'est une obligation, car sinon on ne peut pas travailler, on ne peut pas aller se soigner, on ne peut pas vivre tout simplement. Mais à long terme, sur le long terme, parce que finalement cette situation, elle va durer avec les énergies qui vont coûter plus cher, les prix encore en hausse. Comment vous faites face à l'équation qui vaut
Hausse des prix, mais en même temps, les Français et le monde entier de plus en plus concernés par la question de l'urgence climatique. Encore une enquête Ipsos de cette semaine, IFOP de cette semaine, qui montre plus 16 points d'intérêt des Français, d'importance pour la question de l'écologie. Comment vous faites face à cette équation hausse des prix? Mais il n'y a aucun problème Mais pour faire l'écologie. face. La France et son génie a déjà fait ce choix. Elle a fait le choix du nucléaire. Merci, général de Gaulle. Et merci C'est Emmanuel lui. Macron. Et merci Emmanuel Macron Non, pas merci. qui insiste sur le nucléaire ces derniers temps, qui pourrait même annoncer 6 nouveaux EPR. Madame, Emmanuel Macron se comporte comme une éolienne. D'accord? Il tourne avec le vent, quand il y en a. La réalité, c'est qu'Emmanuel Macron, pendant tout son quinquennat, a fait la guerre au nucléaire. Il a fermé Fessenheim. Il a abandonné Astrid, le grand dispositif qui permettait précisément d'arriver à quasiment la gestion définitive des déchets. Il s'est engagé à la fermeture de 14 centrales nucléaires. Et au dernier moment, juste avant l'élection, il change d'avis. Eh bien, c'est grave de la part d'un dirigeant, car un dirigeant doit avoir une vision. Général de Gaulle, il avait une vision. Cette vision a permis à la France d'obtenir un prix d'énergie le plus bas d'Europe. Et c'est un avantage concurrentiel extraordinaire pour nos entreprises. Et c'est aussi, Madame Carr, il faut le comprendre, la raison pour laquelle l'Allemagne nous fait une telle guerre. L'Allemagne, depuis des années, fait la guerre au nucléaire français, car en réalité, le nucléaire français est un avantage compétitif pour les entreprises françaises. Et les Allemands ne veulent pas que nous puissions obtenir cet avantage compétitif. Donc il faut, au contraire de ce qu'a fait Emmanuel Macron, il faut réinvestir dans la filière nucléaire, il faut relancer les ETR. Il faut éventuellement réfléchir à cette petite centrale, même si je pense qu'elles sont plus utiles à l'exportation en réalité que sur notre propre territoire. Là, comme les annonce Emmanuel Macron. Ne pas abandonner. Vous parlez des 6 EPR. Oui, ce qui a été un génie, un effet du génie français. Et là, nous aurons à disposition à nouveau de l'énergie à bas coût. En revanche, sur les éoliennes, vous demandez un moratoire et vous demandez même le démantèlement des mâts déjà existants. Oui. C'est ça, je fais pas d'erreur sur ce point. Non, mais certains disent que, en fait, ce serait un mauvais calcul. Je vous explique pourquoi. Parce qu'on a un plan neutralité carbone en 2050 pour la France qui fait qu'on va avoir un besoin beaucoup plus important d'électricité. En somme, nos EPR ne suffiraient pas. On a aussi besoin de ces énergies renouvelables et on en manquerait si on les démantelait. Non, je ne pense pas qu'on en ait besoin, mais de toute façon, le chantier de démantèlement des éoliennes va se faire sur un certain nombre d'années. Car ce que ne nous ont pas dit les dirigeants qui ont choisi l'éolien et les entreprises qui nous les ont vendus, c'est qu'ils n'ont rien prévu pour leur démantèlement. Et ils n'ont rien prévu notamment pour recycler les éoliennes. En tout cas, ce qu'il faut, c'est arrêter tout de suite les projets qui sont en cours, et notamment les champs d'éoliennes, mais aussi les champs d'éoliennes en mer, qui sont un véritable drame pour nos pêcheurs. Et il faudra engager effectivement le chantier de démantèlement. Mais on va faire énormément d'économies en renonçant à l'éolien et au photovoltaïque, qu'on peut d'ailleurs utiliser pour l'outre-mer, le photovoltaïque, parce que pour le coup, c'est rentable. On peut utiliser un peu dans le sud, parce que c'est rentable, mais c'est absolument pas rentable le reste du temps. On va faire des économies de 100 milliards d'euros, car la mise en conformité du réseau à l'éolien et au photovoltaïque est budgété pour 100 milliards d'euros. Donc voilà 100 milliards d'euros dont nous allons pouvoir nous servir. Je le disais, Marine Le Pen, vous avez un slogan là, récemment au Rassemblement national, en tout cas pour votre campagne, c'est rendre aux Français leur pays et leur argent. Vous voulez être la candidate du pouvoir d'achat. Pas d'erreur de ma part, là encore une fois. Il y a eu un sondage qui a montré encore cette semaine, un sondage ELAB, que c'est bien le thème principal pour les Français pour la campagne de 2022. Mais c'est aussi un sondage qui montre qu'il n'y a pas de candidat qui convainc plus que l'autre dans cette campagne pour le pouvoir d'achat. C'est-à-dire que l'ensemble, aucune des 10 personnalités testées dans le sondage n'obtient la confiance de plus de 3 Français sur 10 sur le sujet. Et s'il y en a un qui est en tête malgré tout dans ces conditions, c'est Emmanuel Macron. Mais il ne vous a pas échappé que la campagne démarre et que c'est le rôle d'une campagne présidentielle que de permettre aux uns et aux autres de présenter leurs solutions. Moi, quand je dis aux Français, je vais vous présenter un projet présidentiel que je vais détailler, dans lequel je vais rendre aux ménages français 200 € par mois de pouvoir d'achat. Alors ça passe
par la baisse de la TVA sur le carburant, ça passe par la suppression de la redevance télé, puisque vous savez que je me suis prononcé pour la privatisation du service public, de l'audiovisuel, ça passe par la baisse du prix des péages, puisque je suis pour la renationalisation des autoroutes, ça passe par la pleine part fiscale pour le deuxième enfant, ce qui va, par exemple, je vous donne un exemple, pour une famille moyenne, eh bien, c'est 550 € de plus par an que va pouvoir obtenir, enfin économiser cette famille. Oui, ça passe aussi par une mesure, permettez-moi, mais à laquelle je tiens énormément, qui est le retour de la demi-part fiscale pour les veufs et les veuves, que M. Hollande a supprimé, s'attaquant ainsi aux plus faibles d'entre nous, que je trouve, j'ai trouvé, et je me suis beaucoup battue à l'époque, cette mesure indigne. Eh bien, je vais rétablir cette demi-part. Et ça aussi, vous voyez, pour une veuve, par exemple, eh bien, ça peut aller jusqu'à 550 € de plus par an. C'est considérable. Il faut rendre du pouvoir d'achat aux Français parce que l'argent qu'on leur capte, on leur capte de manière injuste. On leur capte pour faire des dépenses qui sont des dépenses soit inutiles, soit nocives. Mais ça, c'est une annonce, pardon, sur la demi-part que vous voulez réinstaurer. Oui. C'est une annonce ce soir. Parce qu'en effet, vous aviez évoqué tous ces thèmes que vous aviez, ces propositions que vous avez énumérées à l'instant. Il y avait aussi des prêts à taux zéro, d'ailleurs, pour les jeunes couples. Mais vous aviez dit aussi... Il y a des prêts à taux zéro. Il y a aussi le train gratuit pour les 18-25 ans aux heures creuses. Alors, mais ça aussi, c'est du pouvoir d'achat en plus. Vous aviez en effet dit que vous feriez d'autres propositions. C'était la semaine dernière, je crois, il y a 15 jours au grand maximum. Jordan Bardella l'a refait cette semaine. Donc, c'est cette annonce ce soir, en plus d'une proposition. Mais il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Oui, il y en aura d'autres. Par exemple, le plafonnement des contrats d'abonnement de gaz et d'électricité. Car ils ont augmenté de 70% dans les 10 dernières années. Or ça, vous voyez, ça coûte très peu à l'État, ça va en revanche coûter un peu aux entreprises. Mais c'est normal, parce qu'il faut arrêter de voler les Français comme au coin d'un bois. Vous voyez, à un moment donné, ça suffit. Il faut arrêter de les pressurer. Qui vole les Français? Ça suffit. Qui vole les Français? Mais on vole les Français parce qu'on leur prend de l'argent en ne leur permettant plus de vivre avec leur salaire pour dépenser, encore une fois, des sommes considérables dans l'immigration, dans l'éolien, dans des choses qui sont inutiles, voire nocives. C'est qui le on vole? Puisque vous dites qu'il faut aussi mettre les entreprises devant leurs responsabilités, les entreprises aussi sont responsables? Les entreprises sont quand même responsables des augmentations faramineuses qu'on leur a laissé mettre en place. Et puis, qui volent, par exemple, ceux qui fraudent. Parce que la fraude aussi, c'est une économie importante pour peu qu'on accepte de lutter contre elle de manière ferme. Parce que le rapport sénatorial parle de 15 à 45 milliards d'euros de fraude. Vous voyez, moi, dans mon projet, j'ai fixé à 15 milliards. Je pense qu'on aura vraiment des bonnes surprises sur ce sujet. Car je pense que la fraude est beaucoup plus massive que ce qu'on veut bien dire. Mais pour ne pas avoir des batailles de chiffres, j'ai pris le niveau le plus bas. Mais 15 milliards tout de même par an. Et vous allez demander quoi aux entreprises, si j'en viens aux entreprises, puisque vous les citez immédiatement quand vous dites qu'on nous vole et qu'il faut mettre certains autour de la table? Non, mais je parle pas des entreprises en général. Mais je parle là, par exemple, des contrats d'abonnement des entreprises de gaz et d'électricité. Vous voyez, je vais leur dire, eh bien, il faut que vous baissiez à 30 € par mois vos abonnements. C'est pas possible d'avoir des abonnements qui sont... Mais comment vous pouvez leur demander et espérer qu'ils le fassssent? Vous les contraignez? Comment ça se passe? Ça, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Croyez-moi, il n'y a aucune difficulté pour contraindre des entreprises à limiter le prix de leurs abonnements. Mais l'État a laissé faire. Parce que l'État est fondé sur une philosophie qui consiste à dire que l'État n'a pas son mot à dire. Alors, bien sûr, l'économie de marché, ce sont les entreprises. Mais l'État est aussi là, de temps en temps, pour réguler les excès, et notamment réguler les excès de la mondialisation. Vous le savez, ça fait partie de mon projet, le patriotisme économique, la lutte contre la concurrence déloyale. Donc je pense que ce sont des éléments majeurs qu'attendent les entreprises françaises, les entrepreneurs français, et notamment les TPE-PME, dont je vous ai dit qu'ils seraient le cœur de cible de mon projet économique. Tout pour les TPE, PME, artisans, commerçants. On va en venir les aux grands TPE, groupes PME, n'ont pas besoin de l'État. Je continue sur le pouvoir d'achat juste un instant, parce que dans les dépenses contraintes, comme on les appelle pour les Français, ce qui pèse très lourd aussi, ce sont par exemple les loyers. Oui. Est-ce que sur ce sujet-là, vous faites des propositions? Oui, je serai amenée à faire des propositions sur le logement.
Mais d'abord, j'en ai une sur le logement social, qui est de réserver le logement social aux Français en priorité. C'est la priorité nationale que je veux, vous le savez, constitutionnaliser et faire voter dans le cadre du référendum sur l'immigration que je soumettrai aux Français dans les semaines qui suivront mon élection. Éric Ciotti, du côté des Républicains, dit cette semaine qu'il est aussi pour la préférence nationale, la priorité nationale, mais sur aussi l'emploi, dans le privé comme dans le public. Oui. Vous avez vu ça? Oui. Vous êtes raccord avec lui dans l'emploi aussi? Je suis raccord avec lui. Oui, il est assez raccord avec moi. Car là encore, cela fait des années que nous réclamons ça. Est-ce que vous vous rendez compte tout de même? Moi, je voudrais quand même qu'on s'arrête 2 minutes pour s'apercevoir de qui sont les gens qui participent de cette classe politique. Pendant des années, pendant presque des décennies, nous avons été mis au banc de la vie politique, au banc de la société même parfois, parce que nous demandions l'arrêt de l'immigration, parce que nous demandions la priorité nationale. Nous avons été combattus, mais avec férocité, par tous les gens qui aujourd'hui viennent nous expliquer que c'est ça qu'il faut faire. Alors, merci à eux de constater que nous avions raison. C'est grave qu'il nous ait fait perdre autant de temps. C'est ça, en fait, je regrette, moi, parce que l'air de rien, eh bien, c'est 10 ans, 20 ans, 30 ans de perdus. Ont mis notre pays dans une situation extrêmement difficile. Si nous avions mis en place toutes ces mesures il y a 30 ans, il y a 20 ans, voire même il y a 10 ans, nous n'en serions pas là. Mais après tout, si aujourd'hui ils prennent conscience qu'ils ont eu tort et que nous avions raison, tant mieux. J'ai besoin d'avoir le plus grand nombre de Français convaincus de la nécessité de la mise en œuvre de ces mesures pour que les choses se fassent tranquillement, fermement, et sereinement. Et donc sur le fond, est-ce que vous êtes pour une priorité nationale pour l'emploi privé et public? Oui, enfin, même si dans le public, il y a déjà beaucoup de secteurs où en réalité la priorité nationale s'applique, c'est-à-dire où il y a des secteurs qui ne sont pas ouverts, en l'occurrence, aux étrangers. Mais je suis pour la priorité nationale au logement et à l'emploi, et c'est d'ailleurs celle-là qui est indiquée dans le référendum que je veux voir voter. On parle emploi, on parle entreprise, on peut peut-être parler salaire. Oui. Je ne crois pas avoir vu, Marine Le Pen, que vous demandiez une hausse des salaires. Pourtant, c'est au cœur des propositions un peu du moment, dans la campagne, et puis ça revient particulièrement depuis les annonces du gouvernement. Beaucoup disent que ce soit du côté des particuliers ou même du côté politique, mais voilà, bonne réponse face au pouvoir d'achat, c'est d'augmenter les salaires. Pourquoi on ne le fait pas? Et pourquoi vous ne le proposez pas? Alors, d'abord, le premier moyen d'augmenter le pouvoir d'achat, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est rendre 200 € par ménage et par mois à tous les Français, en arrêtant la gabegie, le gâchis, les dépenses inutiles. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est d'arrêter l'immigration. Car, comme ça a été le cas en Grande-Bretagne d'ailleurs, l'arrêt de l'immigration a entraîné une augmentation mécanique des salaires de 8,8%. Voilà. Il y a eu depuis vos propos vous savez, des vérifications et plusieurs études qui ont montré que ce n'était pas forcément vrai, l'impact de c'est vrai ou c'est pas vrai? Moi, je vous dis que c'est vrai. Sur la baisse des salaires. Non, sur la hausse des salaires. La baisse de l'immigration entraîne la hausse des salaires. Oui, parce que, et d'ailleurs, pour une raison simple, c'est que c'est un effet d'offre et de demande. Hein. Plus on a de travailleurs qui acceptent de travailler à très bas coût, plus les salaires sont en réalité bloqués. Moins il y a de travailleurs qui acceptent de travailler à très bas coût, et plus les salaires augmentent. D'ailleurs, c'est si vrai, madame, que l'UMI, l'Union des métiers de l'hôtellerie et de la restauration, ils sont en train de réfléchir pour offrir éventuellement, enfin c'est en tout cas en débat chez eux, un 13e mois aux salariés de cette branche et une augmentation de 10% des salaires. Pourquoi? Parce qu'ils voient bien que c'est ainsi qu'ils vont pouvoir répondre. Et laissez-moi terminer. En revanche, je proposerai d'ici quelques jours une mesure qui visera à inciter les entreprises à augmenter les salaires jusqu'à 2 fois le SMIC. Voilà. Je serai amené à l'annoncer d'ici peu. Alors, mais donc, quand même, je suis poussée à vous demander comment vous faites ça, comment vous faites avec les entreprises, parce que le gouvernement, là, par exemple, en ce moment, depuis quelques semaines, essaye d'inciter les entreprises à dire il faut augmenter les salaires, négocier par branche. Mais ce que je veux pas faire, au-delà de l'incantation, comprenez-moi. Non, c'est pas l'incantation. Je suis en train de vous dire que précisément, je vous expliquerai comment je ferai. Donc, je vous expliquerai comment je ferai. Et moi, je tente d'en savoir plus. Mais ce que je ne veux pas, si vous voulez, c'est augmenter les salaires de manière forcée. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui n'y survivraient pas.
Vous comprenez le problème? C'est que augmenter les salaires, c'est augmenter les salaires, mais aussi augmenter les charges qui vont avec. Donc, beaucoup d'entreprises ne peuvent pas le faire car elles sont fragiles sur le plan financier, parce qu'elles sont fragiles elles ont été fragilisées concernant leur disponibilité de fonds propres. Donc moi, mon objectif, c'est d'augmenter les salaires. Je veux qu'ils augmentent. Je les trouve trop bas. Je le dis depuis toujours, mais je veux le faire de telle manière que ça n'entraîne pas des défaillances d'entreprises qui, en réalité, viendraient grossir les chiffres du chômage, qui sont déjà très importants, puisqu'on a les mêmes chiffres, en réalité, de gens qui sont au chômage aujourd'hui qu'on ne les avait, toutes catégories confondues, à l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron. Alors, mais jusqu'à 2 fois le SMIC, c'est une large partie des salariés dans notre pays aujourd'hui. Oui, bien sûr, c'est le but. Donc, ce serait entreprendre une large négociation, mettre un grand nombre de partenaires autour de la table. Excusez-moi, je suis encore... Pas obligatoirement. J'essaye d'en savoir un peu plus. Pas obligatoirement, mais c'est normal, vous êtes dans votre rôle, mais je vous expliquerai tout ça d'ici quelques jours. D'ici quelques jours. En tout cas, sur cette question de la hausse des salaires, François Bayrou disait il y a quelques jours que les promesses d'augmentation massive et générale sont des tentatives d'abus de confiance sans crédibilité. Les citoyens ne sont pas dupes. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut faire cela en accord avec les entreprises. Il ne faut pas que ce soit quelque chose de forcé. Il faut leur offrir, en réalité, aux entreprises, de quoi augmenter les salaires. Parce que beaucoup de chefs d'entreprise, il faut que vous le sachiez, voudraient bien pouvoir augmenter les salaires. Ils voudraient le faire. Mais l'augmentation d'un salaire, c'est l'augmentation de toute une série de charges qui fait que ça n'est pas accessible pour une entreprise. Mais ils ne souhaitent pas voir des salariés, pour beaucoup d'entre eux, avoir des salaires qui ne leur permettent pas de vivre dignement. Donc, voilà, objectivement, vous n'aurez pas très longtemps à attendre pour que je vous explique comment je vais faire, mais je le ferai avec les chefs d'entreprise et pas, en quelque sorte, contre les chefs d'entreprise. Sur le temps de travail, est-ce qu'il faudra travailler plus? Je ne parle pas de la retraite. Je parle d'horaires travaillés. Xavier Bertrand n'est pas contre un retour aux 39 heures, par exemple. Pour vous, en 2017, vous étiez plutôt pour si on passait par des accords de branche, là encore, sauf erreur de ma part, mais en 2022? Non, mais de manière très claire. Moi, s'il y a des accords de branche pour repasser à 39 heures, je suis parfaitement d'accord. Mais 39 heures payées 39. Pas ce que proposait M. Fillon, qui était en réalité 39 heures payées 35. Non, c'est 39 heures payées 39. Sur la question de la pénurie de main-d'œuvre, on en parle un tout petit peu moins ces derniers jours, mais c'est le sujet, l'un des sujets majeurs du moment qui empêche certainement la reprise, ou qui pourra l'empêcher en tout cas. Faire appel à une immigration économique, à une main-d'œuvre étrangère. Vous citiez le Royaume-Uni d'ailleurs tout à l'heure. Le Royaume-Uni le fait. Face à l'urgence, le gouvernement britannique a accordé quelques 10 000 visas de 3 mois à des étrangers pour les chauffeurs routiers, des ouvriers dans certaines industries. Oui, est-ce que vous pourriez l'envisager? Oui, mais la Grande-Bretagne est à un chômage minimum, ce qui n'est pas notre cas. Nous, on a 6,5 millions de chômeurs, toutes catégories confondues. D'accord? Donc on n'est pas du tout dans la même situation que la Grande-Bretagne. Donc il y a peut-être, d'abord le dispositif que je vous ai annoncé et que j'expliquerai un peu plus tard va contribuer à l'augmentation des salaires. Si on augmente les salaires, par définition, on rend évidemment ces emplois plus attractifs. Je pense qu'il y a autre chose qu'on peut faire. On peut prendre le budget de la prime d'activité, le budget global, donc on ne dépense pas plus, mais on considère que cette prime d'activité doit être moins importante pour les secteurs qui ne sont pas en tension et plus importante pour les secteurs qui sont en tension. Ça aussi, c'est une piste, à mon avis, intéressante pour permettre de rendre attractifs des métiers qui, aujourd'hui, ne le sont pas, parce qu'ils sont aussi, encore une fois, souvent difficiles et pas toujours bien payés. Et puis, il faut arrêter la concurrence déloyale. Vous voyez, on parle des chauffeurs. Enfin, écoutez, la concurrence, honnêtement, internationale sur la route, elle est spectaculaire. Donc, c'est le problème du travail détaché, c'est le problème de la concurrence de ce même travail détaché sur notre territoire. Là aussi, il faut maintenant faire fermement arrêter ces systèmes. 600 000 travailleurs détachés. Vous savez comment ça fonctionne, le travail détaché? Le travail détaché, eh bien, il permet aux entreprises de faire venir des salariés à des salaires très modestes et les charges sont payées dans le pays d'origine. Les charges sont évidemment beaucoup moins importantes du coup dans le pays d'origine qu'en France. C'est donc un manque à gagner pour notre système de protection sociale. Et en plus, ça crée une obligation presque pour les entreprises par secteur à avoir recours. Entendez-moi bien, dans un secteur quand il y a 10 entreprises qui font la même chose,
et qu'il y en a 8 qui font appel au travail détaché. La 9e et la 10e sont obligées, en réalité, de faire appel à du travail détaché, parce que sinon, elles ne sont plus compétitives, et donc elles ne peuvent plus faire face par rapport à cette perte de compétitivité. Donc c'est un cercle vicieux. Il faut arrêter cette folie qui nuit à nos entreprises, qui empêche les entreprises de faire du patriotisme et qui en plus nuit aux salariés parce que ça contribue à maintenir les salaires très bas. Je poursuis sur la question du travail, de l'économie encore un tout petit peu, mais vous avez vu dans l'atmosphère rentrer la question de la fonction publique et de la suppression notamment de 150 000 agents de la fonction publique. Ces propositions de Valérie Pécresse propose même un tout petit peu plus. Là encore, j'ai re-regardé dans le rétro 2017 votre programme. Vous disiez oui pour une augmentation du nombre de fonctionnaires, mais de manière ciblée. Du coup, vous pensez quoi de ceux qui proposent de supprimer? Moi, je voudrais d'abord que ceux qui proposent une baisse massive des fonctionnaires nous disent où. Parce qu'ils disent jamais où. Qu'est-ce qu'on veut? Moins d'infirmières? Il n'y en a pas assez. Moins de policiers? Il n'y en a pas assez. Moins de juges? Il n'y en a pas assez. Donc d'abord, il y a incontestablement une réorganisation de la fonction publique à mettre en œuvre. Et notamment considérer qu'il faut lutter contre la suradministration d'un certain nombre de secteurs. Lesquels? Notamment l'hôpital et l'enseignement. Je veux dire, c'est pas normal qu'il y ait plus de 20% d'administratifs à l'école. C'est pas normal qu'il y ait plus de 20% d'administratifs à l'hôpital. Les médecins, ils sont là pour soigner, les enseignants sont là pour enseigner. Marine Le Pen, présidente, vous réformez école et secteur de la santé pour enlever des postes dans l'administratif. C'est-à-dire que je permets de voir augmenter le nombre d'enseignants, de voir augmenter le nombre de personnels soignants en évitant une suradministration. Et puis, madame, pardon, mais on tape toujours sur les fonctionnaires, souvent sur les petits d'ailleurs. C'est tellement plus facile de taper sur les petits fonctionnaires de catégorie C que sur les autres. Mais ils ont été paupérisés depuis 30 ans. Ils ont quand même subi le gel du point d'indice. Ils ont été malmenés, maltraités. Moi, ce que je voudrais, s'il faut limiter peut-être dans quelques endroits le nombre de fonctionnaires, c'est des fonctionnaires, des grands fonctionnaires. Vous voyez, les copains du pouvoir. Ceux qu'on place dans telle ou telle agence parce qu'il a raté les élections ou parce qu'il faut bien le recaser quelque part, le pauvre. Bon, cela, effectivement, il faut agir. Mais s'attaquer toujours aux petits fonctionnaires qui sont ceux qu'on a applaudis aussi quand même, qu'on a applaudis pendant 2 mois parce qu'ils étaient derrière leur guichet. Il y aurait une revalorisation avec vous et de leur qualité de travail et du salaire des fonctionnaires? D'un certain nombre, oui, qui sont nécessaires, je le pense. Donc là encore, dans quel secteur vous renforceriez? Vous avez dit hôpital, école, sur l'administratif, j'ai bien entendu, mais quels sont les ministères, par exemple, et les secteurs dans lesquels... Je pense que, par exemple, les 2 secteurs que je vous ai cités méritent effectivement une revalorisation. Petit mot encore sur le contexte. C'est-à-dire le milieu hospitalier et l'enseignement. Sur la question du travail, question un petit peu du moment de la semaine, c'est l'actualité, la grève à la SNCF. On est encore dans le week-end, des départs qui ont été un petit peu perturbés par cette grève à la SNCF. Sur le fond et sur la forme, le fond, revendication, conditions de travail et bien sûr effectif, salaire. Et sur la forme, le choix de ce moment du départ en vacances pour les Français, vous en pensez quoi? Bon, vous savez, j'ai toujours considéré que la grève se justifie, mais qu'elle s'effectue toujours au détriment des clients. Je suis pour la grève sous forme de gratuité des transports. Moi, je pense que ce serait beaucoup plus efficace vis-à-vis de la direction qu'une grève qui vise à empêcher les gens de pouvoir éventuellement rejoindre leur famille. Au-delà de ça, c'est quand même incroyable qu'on n'arrive pas à avoir un dialogue social dans notre pays qui soit un dialogue social de bonne qualité. Et c'est pour ça, merci de m'autoriser à le faire, que je suis pour la liberté syndicale. Je suis pour qu'on libère les syndicats. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on puisse créer des syndicats comme on crée des partis politiques. Que ces syndicalistes puissent se présenter et s'ils font plus de 5%, eh bien, ils sont représentés et ils peuvent défendre les salariés. Les syndicats aujourd'hui en France ne sont pas représentatifs? Ils ne sont pas représentatifs. C'est 8% de syndiqués au moment où nous nous parlons. Donc non, ce n'est pas représentatif. Et plus ça soit représentatif et plus ça permettra d'avoir un dialogue pour faire avancer les dossiers dans les secteurs où il est nécessaire qu'ils avancent. Là, pour le coup, vous voyez, je ne suis pas fasciné par l'Allemagne, mais pour le coup, la manière dont fonctionne le dialogue social en Allemagne m'apparaît beaucoup plus efficace que la manière dont il fonctionne en France. Cette semaine, vous avez dit d'Éric Zemmour qu'il était plutôt ultralibéral. Pour être précise, vous dites que le programme d'Éric Zemmour est marqué par un ultralibéralisme. Éric Zemmour serait le président des riches, selon vous?
Bah, en tout cas, il n'offre, pour l'instant, hein, de ce que j'ai entendu, que des vieilles mesures libérales qui ont été, somme toute, très inefficaces dans les 30 dernières Vous années. pensez à quoi précisément? Bah, je pense par exemple au débat consistant à dire s'il y a une désindustrialisation en France, c'est uniquement parce qu'il y a des charges trop importantes sur les entreprises. Bon. En réalité, ça n'est pas vrai. Parce que la Suisse, qui a des charges qui sont 2 fois plus importantes, enfin un coût du travail, pas des charges, un coût du travail global. La Suisse, qui a un coût du travail qui est 2 fois plus important que le nôtre, eh bien, à 25% d'industrie, et nous, on en a 12%. Vous voyez, donc c'est pas vrai. Ça, ce sont des vieux remèdes, des vieilles méthodes ultralibérales, néolibérales, vous les appelez comme vous voulez, mais qui ont démontré leur inefficacité. Souvenez-vous du CICE. Du crédit qu'on avait accordé aux entreprises. C'était considérable. 18 milliards on a accordé aux entreprises. Combien ça a créé d'emplois? 100 000 emplois en 5 ans. Ça ne fonctionne pas. Donc il faut lutter. Est-ce qu'il y a d'autres mesures qui vous permettent de dire aujourd'hui que son programme est ultralibéral? Vous Bah, pensez par exemple aux retraites? Écoutez, moi je l'ai entendu parler. Est-ce que l'État n'est pas une ambulance? Je l'ai entendu parler de différents âges de la retraite. Il avait même 4 ans aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, le curseur s'est arrêté sur 64 ans. J'ai envie de dire ouf, parce qu'il avait dit que 67 ans, ça ne le dérangerait pas. Bon, là encore, je pense que c'est une mesure qui est une mesure injuste. Il faut lutter contre le dumping social, qui est généralisé, il faut lutter contre la concurrence déloyale, il faut lutter contre les accords de libre-échange pour relancer l'industrie dans notre pays. Puis il faut surtout mettre en œuvre du patriotisme économique, ce que on nous interdit de faire. Mais ils y viendront, hein, comme ils sont venus sur l'ensemble des autres mesures que j'ai proposées, ils finiront par venir au patriotisme économique. D'ailleurs, un certain nombre de collectivités commencent à s'y mettre au patriotisme économique. Ça fonctionne bien. C'est quoi la France d'Éric Zemmour s'il était président? Ce serait une France, encore une fois, d'un président des riches, d'une crise sociale. Ça mènerait à quoi? Vous l'imaginez comment, cette France d'Éric Zemmour? Pardon, mais rien que sur la retraite, est-ce que vous vous souvenez des centaines de milliers de personnes qui sont descendues dans la rue contre la réforme des retraites? On continue dans la division, on continue à créer des conflits, on continue à taper toujours sur les mêmes. Toujours sur les mêmes, c'est-à-dire sur les classes moyennes, sur les classes populaires, on continue à faire ça. Parce que vous comprenez bien que moi, mon objectif, quand je vous dis la retraite, pour moi, c'est 40 annuités de cotisation. Et si vous avez les 40 annuités, vous pouvez partir à 60 ans. Ça veut dire que ceux qui démarrent dans les travaux manuels, qui sont souvent difficiles, à 20 ans, ils peuvent partir à 60 ans. Mais ceux qui entrent dans la vie active à 25 ans pour devenir avocat, journaliste ou je ne sais quoi d'autre, eh bien, eux, ils partiront à 65 ans. C'est pas un problème. Ça règle d'ailleurs le problème, pardon, ma proposition, de la pénibilité, qui est un véritable cauchemar de négociation entre les syndicats et qui pourrit la vie des chefs d'entreprise. Je fais juste une parenthèse sondage et il n'y en aura qu'une. Mais pendant des semaines, on a dit d'Éric Zemmour qu'il ne touchait qu'un électorat de l'élite, CSP+. Mais cette semaine, on voit dans la dernière enquête Ipsos, qui a un large panel, en plus 16 000 personnes, qu'il gagne du terrain sur le vote populaire. Vous voyez ça comme ça, il dépasse un plafond là en ce moment. Mais potentiellement, beaucoup diraient en plus, il va sur votre terrain, Marine Le Pen. D'abord, c'est pas 16 000 personnes, parce que dans ces 16 000 personnes ne sont conservés que ceux qui sont archi sûr d'aller voter. Hein. La note 10 sur 10, les autres sont écartés. C'est un biais qui est un mauvais biais. Voilà, je vous le dis, parce qu'en réalité, seule une petite partie des Français s'intéresse aujourd'hui à la présidentielle. Les gens vont rentrer dans la campagne au fur et à mesure de cette campagne. Donc ça, c'est un biais qu'on peut utiliser en fin de campagne, mais qu'on ne peut pas utiliser à 6 mois de l'élection, parce que on a des résultats qui ne sont pas des résultats qui sont corrects. Maintenant, qu'il y ait des gens, si vous voulez, qui sont excédés par la situation de l'immigration, qui sont excédés par la situation de l'insécurité. Oh, combien je les comprends, puisque nous avons fait de ces thèmes des thèmes prioritaires, parce que nous savions que c'était des thèmes qui pourrissaient la vie des Français depuis longtemps. Et nous l'avons fait pendant longtemps seuls, d'ailleurs, hein. Je l'ai rappelé. Donc, ils sont excédés. Un propos brutal, un propos excessif, outrancier, peut plaire à certains. Pendant un certain temps. Mais à un moment donné, les Français vont se dire, bon, c'est bien, on a entendu des propos qui nous font plaisir,
mais derrière... Non, mais vous avez parlé de propos brutaux et outranciers. Oui, Éric Zemmour, pour vous, tient des propos brutaux et Oui, outranciers. ça lui arrive, oui, ça lui arrive. Vous pensez à quoi? Oui, ça lui arrive. Bon, je pense que les propositions provocatrices du type de celles des prénoms, que les propos qu'il tient en disant les musulmans, en réalité, l'islam et l'islam politique, c'est pareil. Ça veut dire que les musulmans qui ne sont pas des islamistes sont des mauvais musulmans, a-t-il dit. Donc d'abord, je trouve que c'est une faute majeure que de coaliser les musulmans avec les islamistes, pardonnez-moi. Je trouve que c'est une faute politique, pour le coup. Et je trouve ça outrancier. Parce qu'il faut lutter contre l'islamisme, mais on n'est pas dans une guerre de religion contre l'islam. Enfin, en tout cas, moi, je ne suis pas dans une guerre de religion contre l'islam. Donc vous pensez que les gens, à terme, vont ce que je veux dire, c'est lasser qu'à de cet effet voilà, à terme, les gens vont se dire, bon, maintenant, qui est préparé pour régler ce problème? Et je viens leur dire, je suis prête à régler ce problème. Parce que le référendum, avec le projet de loi sur l'immigration, il est écrit. Vous pouvez le consulter d'ores et déjà. Vous savez précisément sur quoi je vais vous demander de voter. Ce vote aura une force incroyable pour pouvoir mettre en œuvre ces mesures parce que vous l'aurez, vous, peuple de France, validé. Je reviens un instant quand même sur le vote populaire. Je referme la parenthèse sondage. Mais visiblement, Éric Zemmour donne l'impression de vouloir continuer sur ce terrain-là quand il propose la suppression du permis à points. Là encore, je l'ai fait, j'ai regardé dans les archives savoir quelles étaient vos propositions. En 2012, vous l'aviez proposé, la suppression du permis à points. J'en ai reparlé en 2017. Mais... Vous l'avez, oui, mais pas reproposé en 2017. En 2022, vous le reproposez? Oui, mais excusez-moi, je pense que le permis à points, aujourd'hui, a entraîné une circonstance qui est dramatique. C'est que des millions de Français sont privés de leur permis de conduire. Et ils sont privés pourquoi? Ils sont privés parce que bien souvent, ils ont fait des péchés véniels. C'est-à-dire qu'ils ont commis des petits excès de vitesse, des excès de vitesse de moins de 20 km/h. Et c'est ça qui leur fait perdre leurs moyens de travailler, comme je vous le disais tout à l'heure, leurs moyens d'aller se soigner, leurs moyens de visiter leur famille, leurs moyens de vivre. Donc ça n'est pas possible. Donc je pense qu'il faut modifier ça en profondeur. En revanche, écoutez-moi bien ce que j'ai à dire. Moi, j'ai 3 enfants qui ont 23 ans et 22 ans. Comme beaucoup de parents, je peux vous dire que quand ils prennent la voiture, bien souvent, j'ai peur. Il y a une chose sur laquelle je serai d'une fermeté absolument totale. Ce sont les grands délits autoroutiers. Vous voyez, la mise en danger de la vie d'autrui. Je ne mets pas sur le même plan la mise en danger de la vie d'autrui et des péchés d'inattention, des fautes d'inattention. Ah, j'étais à 100 km/h au lieu de 80. Ça ne justifie pas qu'on retire à des gens leurs moyens de travail, leurs moyens de vie, leurs moyens pour aller acheter de la nourriture, leurs moyens pour s'occuper de leurs parents âgés. Ça n'est pas justifiable. Pour bien comprendre, pas de suppression du coup cette fois-ci du permis à points? On peut supprimer le permis à points, mais que ce n'est pas un blanc-seing pour les délinquants de la route, que les choses soient claires. Ce n'est pas un blanc-seing pour ceux qui veulent être 50 km/h plus au-dessus de la limite, pour ceux qui conduisent en ayant bu, pour ceux qui mettent en danger la vie d'autrui. Voilà, je veux dire, à la limite, c'est presque un renforcement de la fermeté contre les délits qui sont des délits de mise en danger. Et effectivement, je pense qu'il faut laisser tranquilles les gens qui ne font que des fautes d'inattention, qui ne mettent pas en danger la vie d'autrui. Et politiquement parlant, est-ce que vous estimez qu'il tente d'aller sur votre terrain, de parler à votre électorat, là, cette fois? Non, mais fondamentalement, la vraie question que je me pose, c'est quelle est la plus-value d'Éric Zemmour? Parce que sur tous les sujets dont on a parlé, à part l'économie et le social, où nous avons manifestement une vision qui est radicalement différente. Je l'ai dit, il est entre Fillon et Macron. Bon, très bien. Mais sur tout le reste, c'est quoi sa plus-value? Donnez-moi une mesure présentée par Éric Zemmour qui n'ait pas déjà été présentée par moi-même lors des élections, dans le projet du Rassemblement national, dans le référendum sur l'immigration. Il n'y en a pas une seule. Donc la vraie question, c'est quelle est la plus-value d'Éric Zemmour sur ces sujets? Moi, en revanche, je vois une moins-value. C'est qu'en 40 ans, on a réussi à obtenir sur l'immigration une unanimité des Français quasiment. Il y a 85% des gens qui veulent maintenant qu'on règle le problème. On a beaucoup travaillé pour obtenir cette unanimité. Ça n'a pas été facile. On a beaucoup sacrifié, ceux qui l'ont fait. Hein. Et aujourd'hui, Éric Zemmour, par un certain nombre de propos dont le but est de faire du buzz, il recrée de la division là où il y a une unanimité. Et je trouve que c'est dommage, parce qu'il faut qu'on tende à cette unanimité pour que les choses se passent, encore une fois, fermement, mais tranquillement, avec l'accord de tous.
Honnêtement, je ne pensais pas revenir sur ces propos-là, mais le ton monte clairement là entre vous. Lui, Non, mais quand il a parlé, vous savez, du fait que vous étiez enfermé dans un ghetto d'ouvriers et de chômeurs, vous avez déjà répondu. Lui a répondu, lui, de son côté, qu'il était victime d'un tous contre moi. Chiappa Le Pen, c'est l'unité du tous contre moi. Alors, bon, déjà, je vous le vois vous agacer assez non, mais je sérieusement. m'agace pas, mais je comprends pas. Je comprends pas. D'abord, moi, Éric Zemmour, il dit j'ai des divergences avec Marine Le Pen. Hmm. Donc moi, j'exprime moi les divergences que j'ai avec lui. C'est normal. On est en concurrence. Il est candidat. Il veut pas le dire, mais il l'est. Bon, il est candidat. Donc il n'y a pas de difficulté. C'est normal. C'est la démocratie d'être capable de dire voilà, lui il pense ça et moi je pense ça. Mais objectivement, ça fait 1 mois et demi qu'il ne cesse quand même, plutôt que de faire des reproches à Emmanuel Macron, de me faire des reproches à moi. Et vous y voyez quoi alors? Ben, je sais pas, je ne sais pas, je ne comprends pas pourquoi il fait ça. Je ne comprends pas pourquoi il fait ça. Vous savez, Éric Zemmour, il aurait eu 1000 occasions de venir soutenir les gens qui luttaient contre l'immigration. Il n'a pas appelé à voter pour Jean-Marie Le Pen entre les deux tours de 2002, alors que Jean-Marie Le Pen luttait contre Il est allé l'immigration. encore plus loin. Il n'a pas lutté, il n'a pas appelé à voter pour moi en 2017, alors que évidemment face à Macron, c'était moi la candidate qui luttait contre l'immigration. En réalité, il n'a jamais appelé à voter pour personne de ceux qui luttaient contre l'immigration. Bon, le premier pour qui il appelle à voter, c'est lui-même. Mais il n'y a pas que ça, il va encore plus loin. Il dit, encore ces dernières heures, que vous êtes dans le tiers le plus à gauche du pays. Vous faites comme les communistes dans les années 60, puissants, importants, mais vous ne débouchez sur rien. Vous n'aimez pas l'électorat LR ou CSP+, vous les détestez même, et en gros, vous condamnez vos électeurs à ne pas arriver au pouvoir. Voter Marine Le Pen, ça ne sert à rien. Alors, Mais vous voyez, on est encore monté d'un cran. Non, mais les attaques contre moi, comme toutes les autres d'ailleurs, elles sont gratuites. La plupart sont d'ailleurs des vieilles attaques recyclées, des LR qui m'ont attaqué sur ce sujet pendant des années et des années, comme si le fait de rendre du pouvoir d'achat aux Français en arrêtant une immigration qui coûte une fortune, c'était être de gauche. Non, c'est être juste. C'est pas être de gauche. En fait, j'ai l'impression qu'il a envie de recréer un clivage gauche-droite, mais on n'est plus dans un clivage gauche-droite. Je veux dire, quand je propose la privatisation du service public, je suis quoi, de droite ? De l'audiovisuel. Quand je propose la renationalisation des autoroutes, je suis quoi, de gauche? Mais je me moque de savoir si c'est de droite ou de gauche. Moi, je veux que ce soit de France. Moi, mon objectif, c'est de servir la France et les Honnêtement, Français. Marine Le Pen, ce soir, on ne voit pas comment est désormais, ne serait-ce qu'envisageable, l'idée d'un rassemblement entre vous. Est-ce que c'est le soir? Franchement, on acte d'alliance, il n'en aura jamais. Le 14 octobre dernier, encore sur RTL, vous disiez, nous serons amenés à un moment donné à un autre à faire le rassemblement. Vous semblez ne même pas avoir la même conception de la politique. Et je vais vous dire à quel moment. Le soir du premier tour. Parce que la Ve République veut ça. Elle veut qu'il y en a 2 qui vont être choisis pour être au second tour. Et évidemment, au deuxième tour, on écarte. Et donc, il faudra écarter celui qui a une politique éminemment nocive pour le pays. Il s'appelle Emmanuel Macron. Dans l'intégralité des domaines, il a affaibli notre pays. Donc, c'est là que le rassemblement se fera. Mais pourquoi utiliser la même tonalité qu'Emmanuel Macron? On a eu un quinquennat, objectivement, avec un pouvoir qui méprise, avec un dirigeant qui insulte. Il ne faut pas y revenir. Il ne faut pas y revenir. Marine Le Pen, vous êtes même dans vos rangs parfois présentée comme, malgré tout, trop à gauche. Même Robert Ménard dit que vous avez des réflexes de gauche avec notamment cette proposition de la retraite à 60 ans, 40 annuités. Vous avez tenté de vous ouvrir un peu à la droite, au CSP+, avec des propositions, les TPE, PME, vous avez ouvert dans vos rangs, mais visiblement, ça ne fonctionne pas. Et ma question, je vais y venir. Mais vous avez tort. En quoi j'ai tort? Mais vous avez tort. Vous vous fondez encore une fois sur des sondages d'opinion qui n'évoque que les avis des gens qui sont sûrs d'aller voter. Vous avez une surreprésentation du fait dans ces sondages des personnes âgées, des CSP+. Donc tout cela est faux. Je suis en tête chez les chefs d'entreprise de TPE, PME, madame, dans les sondages, en tête. Je suis en tête chez les gens qui travaillent. Ils ne sont pas tous de gauche. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il faut arrêter que cette tonalité de mépris. Moi, quand j'entends parler du ghetto, des ouvriers et des chômeurs, je retrouve la tonalité de mépris dont je pense que les Français n'en peuvent plus. On a le sentiment d'entendre parler de ceux qui ont réussi et de ceux qui sont rien. Stop avec cela. On a besoin de cohésion sociale. Je dis à tous ceux qui nous écoutent, on n'aura pas de cohésion nationale si on n'a pas de cohésion sociale. On ne peut pas vivre heureux tout seul. Voilà, c'est ça que je veux leur dire. Et je leur dis aussi, dans mon projet, tout le monde trouvera une amélioration de sa vie. Tout le monde.
D'abord parce que les grands sujets de l'insécurité et de l'immigration, tout le monde en souffre. Quel que soit son niveau de salaire, tout le monde en souffre. Et je réglerai cela. Mais même dans le fonctionnement que je vais proposer de l'économie, dans l'impulsion que je vais opérer pour la jeunesse, tout le monde y trouvera son compte. Est-ce que vous allez rétablir, oui ou non, l'ISF? Je vais rétablir un ISF. Mais je vais supprimer l'IFI. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que l'IFI, c'est une prime à la spéculation et c'est une sanction de l'enracinement et de la transmission. Donc il faut un ISF qui soit en réalité une sanction de la spéculation, mais qui préserve le patrimoine des Français. C'est la raison pour laquelle je réfléchis à une exonération de la résidence principale, mais aussi de ce que j'appelle la résidence unique. Parce qu'il y a beaucoup de gens, figurez-vous, ils achètent un patrimoine, ils font un prêt pour acheter un patrimoine, mais ils ne peuvent pas y vivre. Parce qu'ils sont obligés de vivre dans des grandes villes où ils ne peuvent pas acheter, ils n'en ont pas les moyens. Eh bien moi je veux qu'ils ne soient pas sanctionnés de cela. Parce que là c'est la quadruple peine quand vous avez un bien dans lequel vous n'habitez pas. Vous payez un loyer, là où vous vivez, vous payez un remboursement d'emprunt, vous payez la taxe d'habitation parce que c'est considéré comme une résidence secondaire, vous payez la taxe foncière qui ne cesse d'augmenter et en plus vous payez la taxe sur les plus-values à 33%. Donc je souhaite que la résidence unique, le concept de résidence unique soit équivalent au concept de résidence principale pour ceux qui, encore une fois, n'habitent pas leur résidence principale. Il y avait un papier de challenge sur cette éventualité d'une proposition de votre part sur l'ISF et dans vos rangs, ça semblait coincé du côté de certains en disant encore une proposition qui va même pas nous ramener un électeur du côté de la droite, on va encore parler à la gauche. Vous comprenez qu'il y a une grande majorité de Français qui sont pour, parce qu'ils ont un sentiment d'injustice profond, y compris des classes moyennes, y compris des CSP+. L'objectif, c'est de ne pas faire un impôt qui soit confiscatoire, c'est de faire un impôt qui soit juste et qui permette aussi de financer notamment la grande politique pour les familles que je veux voir mettre en œuvre. Et je vais vous dire que moi, j'ai parlé à des gens qui payaient l'ISF. Et quand je leur ai dit, il faut faire un effort aujourd'hui, parce que nous avons une grande politique à destination des familles à financer, il faut que nous fassions des enfants, parce que c'est ou l'immigration, nous a dit M. Bayrou, ou la natalité. Eh bien moi, mon choix, c'est la natalité. C'est d'aider les familles françaises à avoir des enfants, à les élever dans de bonnes conditions. Eh bien ceux qui payent l'ISF m'ont dit, banco, on est d'accord avec cela. Alors, question encore un peu politique, après on va parler d'Europe. Vous êtes dans une grande séquence européenne, vous rencontrez Viktor Orban demain. On va en parler, juste dernière question, sur un volet très politique. Vous parlez d'un gouvernement d'union nationale, c'est ce que vous appelez de vos vœux. Aujourd'hui, avec qui vous faites un gouvernement d'union nationale? Avec ceux qui croient en la France. Avec tous ceux qui croient en la France. Mais vous identifiez déjà des personnes qui représenteraient ce gouvernement d'union nationale? Ils viendraient d'où? Je ne vais pas avoir de problème pour en trouver. Il va falloir que j'en choisisse. C'est ça surtout. Ils viendraient de tous bords, dans ceux que vous avez en tête ou avec lesquels vous êtes peut-être en contact? Oui, je pense. De gauche, de droite? Oui, bien sûr. Parce que c'est le principe de l'union nationale. Le principe de l'union nationale, c'est qu'on arrête avec des divisions qui sont, encore une fois, stériles et qui n'apportent rien. Il y a ceux qui croient en la France et ceux qui n'y croient plus. Eh bien, j'irai chercher l'union nationale auprès de ceux qui croient en la France. Et je pense qu'il y a des personnalités de l'ancienne droite, de l'ancienne gauche, ou qui se voient encore comme de droite ou de gauche, qui croient en la France. Et donc, ils peuvent venir participer à ce gouvernement d'union nationale, pour peu que nous soyons d'accord sur les grands principes, sur les grandes lignes, sur la vision que nous avons de la France. Je le disais, Marine Le Pen, séquence européenne pour vous. Demain, la Hongrie, le Premier ministre hongrois, Viktor Orban. Alors, il est précisé que c'est sur son invitation que vous le rencontrez. Précisez aussi dans votre entourage que c'est une invitation qui est officielle. Est-ce que c'est une manière, j'y vais, je me lance, de montrer, de dire que on vous reconnaît, que Viktor Orban vous reconnaît une stature internationale quelques semaines après qu'Éric Zemmour ait été reçu? Vous savez bien que ça avait fait grand bruit. Non, mais ça n'a pas fait grand bruit que... Il y a une conférence sur la natalité dans laquelle toute une série de gens sont venus intervenir. Ça ne fait pas grand bruit, c'est vous qui faites un grand bruit de rien. Et donc vous, c'est quoi? Moi, ce que je viens vous dire, c'est que j'ai rencontré avant-hier le Premier ministre polonais, avec lequel je me suis entretenu, le Premier ministre slovène, qui est le président en exercice du Conseil, avec lequel nous avons évoqué des sujets éminemment importants. Et je vais rencontrer mardi Monsieur Orban. C'est fondamental que de vous expliquer que mon objectif, c'est de sauver la France. Mais je crois qu'en sauvant la France, on peut sauver l'Europe. Et qu'aujourd'hui,
il y a toute une série de forces politiques qui sont en train de se rassembler, de comprendre la nécessité de ce rassemblement, de cette vision commune pour impulser la fin d'une Union européenne qui est devenue une succession de menaces, de chantages, de ruines de souveraineté nationale pour lui substituer une alliance européenne des nations. Il y avait effectivement cette question d'alliance, Marine Le Pen. Est-ce que ça peut devenir un groupe ? Je le souhaite, j'y travaille et je pense que ce rassemblement en Europe, il est absolument fondamental. Tous ces gens dont je vous parle, ils sont au pouvoir. Le Premier ministre polonais, il est au pouvoir. Le Premier ministre hongrois, il est au pouvoir. Matteo Salvini, la Ligue participe du pouvoir. Et il y en a d'autres. Et c'est avec l'ensemble de ces forces européennes qu'on va sauver l'Europe. Parce que, encore une fois, ils attendent beaucoup, ils regardent beaucoup, je pense, de la présidence française. Car ils savent bien que la France est le cœur politique de l'Europe. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron est considéré comme un adversaire des souverainetés nationales, un adversaire de ceux qui veulent arrêter l'immigration massive. D'ailleurs, M. Orban l'a dit, il a dit il y a 2 camps en Europe, le camp en face est dirigé par Emmanuel Macron. Je crois qu'il a raison. Et donc vous direz quoi lors de cette rencontre, à l'issue de cette rencontre? Est-ce que ce sera l'occasion d'annoncer justement ce fameux groupe? Ce sra le moment d'annoncer des initiatives communes? Ce sera l'occasion de quoi? Non, mais nous avons déjà signé une charte commune au mois de juillet avec toute une série de partis politiques. Fratelli d'Italia, la Ligue, Vox, le Fidesz, le PIS, etc., etc. Et nous avons porté notre vision de l'Europe. C'était une charte sur l'avenir de l'Europe. Donc très clairement, nous souhaitons quoi? Nous souhaitons que l'Union européenne arrête de s'attribuer des pouvoirs qu'elle n'a pas le droit de s'attribuer, que les nations deviennent plus fortes, que les nations aient plus de pouvoir et que l'Union européenne se concentre sur des projets qui soient des projets communs aux différentes nations. Vous évoquiez la Pologne, le bras de fer de ces derniers jours. Emmanuel Macron, en conclusion à Bruxelles, a dit que c'est un mensonge politique éhonté de la part de ceux qui voudraient faire croire que les États soumis à ces traités ne sont pas souverains. Il dit non, il n'y a pas de problème de suprématie du droit européen sur des pays comme la Pologne. Alors, il y a en gros un problème de remise en question de l'état de droit, en revanche. Non, c'est faux. C'est faux et d'ailleurs, il le sait. Et c'est la raison pour laquelle moi je veux introduire, et j'introduis dans mon référendum, la primauté de la Constitution sur les traités internationaux. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, en droit des étrangers, ce sont les jurisprudences européennes qui décident pour nous. Ce sont elles qui nous empêchent de renvoyer dans leur pays d'origine des terroristes au motif qu'il y aurait un risque pour leur vie ou pour leur intégrité physique. Je m'en moque qu'il y ait un risque pour leur vie ou leur intégrité physique. Moi, ce qui m'importe, c'est la vie et l'intégrité physique des Français, voyez-vous. Donc, j'ai pas envie de laisser un terroriste dans les rues, condamné, parce que la jurisprudence européenne me l'interdit. L'idée du président ou d'autres présidents, du président français ou d'autres comme lui, c'est de dire personne n'a forcé la Pologne à entrer dans l'Union européenne. Les traités, ils ont été négociés. Ils ont accepté de les signer. Non, mais j'ai compris l'argument. Et ils disent en gros, par exemple, vous auriez un groupe, vous fixez des règles dans votre futur groupe éventuel, et certains trahiraient ces règles ou en tout cas marcheraient dessus un peu sans prévenir l'autre. Vous feriez quoi? Pardon, madame, mais on n'a pas voté en 2005? Il me semble qu'on a voté sur la Constitution européenne, nous autres Français. Il me semble qu'on a dit non. Non. Voilà. Moi, je considère que je suis resté sur ce non. Il n'y a pas de Constitution européenne. Il n'y a donc pas de texte supérieur à la Constitution française qui existe. Qu'un certain nombre de dirigeants politiques, LR, le PS et tous les autres, aient violé la volonté nationale, c'est une chose. Mais je les considère illégitimes à l'avoir fait. Je pense que quand le peuple s'est exprimé par référendum, personne ne peut venir violer sa parole. Marine Le Pen, je voulais garder quelques instants pour parler des femmes. Parce que vous voulez aussi la candidate des femmes, si je comprends bien. Là encore, pas d'erreur de ma part. Non, je suis la candidate des hommes et des femmes. Mais est-ce qu'être une femme, est-ce que vous dites qu'être une femme, c'est un argument pour vous d'adhésion, de vote pour vous? Ce qui est sûr, c'est que parce que je suis une femme, je suis attentive à un certain nombre de problématiques qui sont celles des femmes en France aujourd'hui. Et ce n'est pas seulement la sécurité dans la rue dont j'ai beaucoup parlé et dont je continuerai à parler. Parce qu'aujourd'hui, une femme
dans beaucoup de quartiers, ne peut pas se balader tranquillement la nuit ou le jour d'ailleurs, comme elle le souhaite, habillée comme elle le veut, avec les bijoux qu'elle souhaite, sans être victime d'un harcèlement qui est inadmissible et qui devrait, je l'ai dit, en cas de condamnation, entraîner l'inscription de ces gens-là qui font ça sur le fichier des délinquants sexuels. Mais il y a aussi le droit des femmes en matière, par exemple, de santé. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a 13 départements dans lesquels il n'y a pas de gynécologue en France? Est-ce que vous trouvez qu'il est normal que les femmes ne puissent pas être suivies compte tenu des spécificités qui sont les leurs? Vous feriez quoi, concrètement? Mais concrètement, il faut apporter une réponse d'État à cela. Donc laquelle? Mais laquelle? Bon, on incite, on crée des gynécologues, on incite des gynécologues à aller s'installer dans les départements. Et pour ça, on le fait par des incitations notamment fiscales. Mais on fait quelque chose. Je veux dire, il y a 1000 manières de faire des choses. Mais on ne peut pas admettre que les femmes aujourd'hui, dans 13 départements français, ne puissent pas trouver un gynécologue. On ne peut pas admettre qu'elles ne puissent pas avoir accès à des sages-femmes lorsqu'elles sont enceintes. Enfin, je veux dire, c'est une régression qui devrait scandaliser tout le monde et être une priorité. Les femmes, toujours la pilule gratuite jusqu'à 25 ans, c'est ce qui a été voté à l'Assemblée cette semaine, à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous êtes Oui. favorable à cette Oui, posture? Est-ce qu'elle va dans le bon sens, dans le sens de l'histoire? Non, mais je suis absolument favorable parce que la pilule coûte souvent très cher pour des jeunes filles. Et donc, je trouve que c'est une très bonne mesure. Et vous n'êtes pas la seule candidate à l'élection présidentielle. Valérie Pécresse ou encore Anne Hidalgo, qui s'est relancée d'ailleurs hier. Vous avez regardé ça ou pas? Anne Hidalgo qui a relancé sa campagne. Parce que hier, j'étais dans une des plus anciennes foires françaises. C'était le matin, Anne Hidalgo, c'était l'après-midi. Oui, mais il faut revenir des Vosges. Mais, la foire de Pousset dans les Vosges, où j'ai pu rencontrer énormément de Français qui m'ont exprimé d'ailleurs leurs inquiétudes. Anne Hidalgo qui relance sa candidature, comment vous le regardez ça? Je n'ai pas de regard. Anne Hidalgo était, je crois, à Lille, c'est ça? Oui. Avec son nom m'échappe, tiens. Lionel Jospin, Martine Aubry. Lionel Jospin et Martine Aubry. Bernard Cazeneuve. Oui, eh bien, soit, grand bien lui fasse. Bon, en tout cas, elle a fait une proposition, c'est baisser le droit de vote à 16 ans pour lutter contre l'abstention. Oui, mais c'est grotesque. Pour lutter contre l'abstention, il faut rétablir la démocratie dans notre pays, c'est-à-dire la proportionnelle, pour que les Français aient la conscience que quand ils mettent un bulletin dans l'urne, ça a une conséquence. Ils ont des représentants tous. Or, aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Donc, il faut rétablir la proportionnelle. Il faut absolument établir le référendum d'initiative citoyenne. C'est-à-dire donner la possibilité aux Français de se saisir d'une loi ou de réclamer un projet de loi et d'être entendu. C'est très gaulien d'ailleurs, hein, permettez-moi le référendum, hein, c'est très gaulien. Et ça a été complètement effondré depuis 2005. Plus personne ne parle de référendum parce qu'en fait, ils ont peur du peuple. Moi, j'ai pas peur du peuple. Il est le seul souverain. Par conséquent, il faut respecter sa parole car elle est sacrée. Et il faut leur donner la parole. Aujourd'hui, beaucoup de Français se sentent à l'écart de la démocratie parce qu'ils sont à l'écart de la démocratie. Disons-le clairement, c'est par des mesures telles que celle-là et pas par l'abaissement de l'âge à 16 ans qu'on luttera contre l'abstention. Toute dernière question. La dernière de la dernière de la dernière. Oui, la dernière. Non, mais c'est l'heure, on est dans les temps. Impeccable. En termes de parrainage, vous en êtes où dans cette campagne? Écoutez, nous avançons. Nos équipes sont sur le terrain. Ils cherchent des pré-engagements. Nous avons besoin des maires. Nous sommes inquiets, comme à chaque élection, parce qu'en réalité, on s'aperçoit que de plus en plus de maires renoncent à parrainer, c'est-à-dire qu'ils parrainent personne, parce qu'on a maintenu une mesure qui est scandaleuse, qui est la divulgation des noms des parrains. Moi, je demande au gouvernement d'arrêter cette mesure qui n'apporte strictement rien, à part permettre à certains de faire pression sur eux. Il faut supprimer la divulgation des noms des maires qui parrainent des candidats à la présidentielle. Ça évitera que tous les candidats qui sont représentatifs aient des difficultés, dépensent du temps, alors qu'ils il ferait mieux d'être sur le terrain pour exposer leurs idées et convaincre les Français. Cette fois, c'était vraiment la dernière. Merci Marine Le Pen d'avoir été notre invitée dans toute franchise ce soir. Bonne soirée à vous, c'est l'heure du duel. Vous voyez Daniel Cohn-Bendit et Luc Ferry qui font leur entrée. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée à vous.